réfléchi avec Jean la manière de se rendre sur le terrain, puisque quand même, de l'Ariège au Pays Basque, ça fait quand même toute la chaîne des Pyrénées. Donc il fallait bien réfléchir aux déplacements et aux zones à explorer. Donc on a partagé cette zone des Pyrénées en cinq vallées. Voilà ce que tu vas montrer plus précisément. Et donc j'ai fait 5 terrains jusqu'au Pays Basque. En sachant qu'on se rend sur le terrain quand on travaille dans une zone géographique de ce type, plutôt au printemps et en été et moins en hiver, pour des raisons qu'on peut comprendre. Donc j'y suis allée aussi sans contact particulier, mais il m'est arrivé assez souvent de téléphoner aux mairies et de leur demander voilà, qui étaient les personnes que je pouvais rencontrer, qui avaient été agricultrices sur la région, qui étaient toujours vivantes et qui pouvaient me renseigner sur ces variétés de maïs. Donc voilà comment j'ai procédé en gros. Avec donc 5 allers-retours sur le terrain. Et alors, en ciblant les villages, effectivement, de cette partie de la collection nationale. Donc déjà, il y avait quelques villages qui étaient assez précisés. Et voilà. Et donc après, techniquement aussi et très pratiquement, avec Jean, on a décidé aussi de lister tous les thèmes et sous-thèmes à partir desquels j'allais poser moi mes questions. Donc le nom du village, le nom de la variété dans le village, la couleur jaune, blanc, rouge, le type d'agriculture, le type de ferme, la superficie de la ferme, l'altitude de la ferme, et puis ensuite tout l'aspect vraiment très pratique et culturel, le type de semences, transmission des semences, travail de la terre de A jusqu'à Z, récolte, séchage, transformation des graines pour les animaux et les hommes, etc. Donc j'avais une fiche technique très très précise. Et puis, plus les utilisations, évidemment, l'utilisation pour les animaux, pour les hommes, etc. Et puis j'avais quelque chose aussi qui m'a beaucoup aidé sur le terrain. J'en remets en culture régulièrement, on remettait en culture ces variétés traditionnelles. Donc, il s'était arrangé pour que quasiment à chaque fois, je reparte sur le terrain avec un sac de ces variétés qui correspondaient au village dans lequel j'allais entrer et j'allais enquêter. Donc, assez souvent, j'arrivais et en fonction des personnes que j'allais rencontrer ou que je pouvais rencontrer dans la rue ou dans un jardin potager, je sortais mon sac, je sortais mes épis et je leur disais voilà ce que je faisais, pourquoi j'étais là. Et est-ce que parmi les épis qu'ils voyaient, il y en avait qui leur rappelaient les variétés anciennes de maïs qu'ils avaient connues. Et c'est, ma foi, une technique assez intéressante puisque ça permet aussi de discuter, d'échanger, la comparaison avec les épis qui se retrouvaient dans le sac était très intéressante aussi. Donc ça facilite énormément la tâche. Une dernière chose, quand on travaille sur des variétés anciennes dont on a arrêté la culture après la Seconde Guerre mondiale, on se retrouve avec des personnes, donc des informateurs, comme on dit, qui sont relativement âgés. Ça a parfois posé un problème, effectivement. Mais après, je me suis rendu compte que ce maïs-là avait quand même pas mal marqué les esprits, et les personnes s'en souviennent d'autant mieux, c'est ce dont tu vas parler tout à l'heure, qu'après lui est arrivé le maïs hybride, qu'on a appelé dans ces régions le maïs américain, et qui, du fait de sa différence, de son étrangeté, comme il a été qualifié, a fait se souvenir peut-être mieux les variétés de pays. Voilà. Merci. Eh bien, on va dérouler le PowerPoint et puis au fur et à mesure on verra. Mais n'hésitez pas à poser des questions, vous interrompre. C'est pas un cours magistral. Voilà. Alors ça, c'est le livre que malheureusement on n'a pas pu avoir imprimé à temps pour pouvoir vous le proposer. Mais il est là, il est fait, il va sortir. Vous avez eu le temps de regarder ces images. Oui. Ah, ça marche plus. Non, c'est moi. Ça va marcher. Bien, j'ai repris le quatrième de couverture du livre pour faire un petit résumé, mais on en a déjà parlé un petit peu. Donc, c'est quoi ces variétés anciennes des Pyrénées? Ben, c'est ce qu'on a gardé, on n'a pas tout récupéré,
mais on a quand même, strictement dans les vallées, hein, on n'est pas descendu dans la plaine, dans les vallées, on a quand même 78 variétés anciennes pour les Pyrénées qui ont été conservées, qui sont... Je vous signale que les semences sont à votre disposition, hein, vous pouvez vous amuser à les semer sans problème. Et c'est les sélectionneurs français, ceux des coopératives, de l'INRA, de cette époque-là, vous savez, il n'y avait pas de grande société de semences, mais il y avait les premières coopératives du sud-ouest qui commençaient, ou de l'Imagne, qui commençaient à se développer, et ils ont récupéré ces vieilles variétés, pas pour la conservation ni par philanthropie, parce qu'ils s'en servaient pour fabriquer, les parents, des futurs hybrides. C'est pour ça qu'ils les ont ramassés. Ils sont beaucoup allés dans les Pyrénées parce que c'était des variétés précoces et qu'ils avaient besoin de matériel précoce. Voilà. Et donc l'INRA et ProMaïs, depuis, et essentiellement depuis 1983, se sont associés pour conserver ces variétés. Et en fait, on en a actuellement 264 variétés anciennes de maïs, françaises, qui ont été collectées en France, qui sont maintenues, multipliées, et à votre disposition, gratuites. Je vous expliquerai comment tout à l'heure. Alors bon, ça c'est toujours le 4e de couverture, les passionnés de maïs c'est nous, parce que Maryse, elle ne l'a pas dit, mais elle a déjà fait un livre sur le maïs, et elle a déjà fait plusieurs études sur le maïs, donc elle le connaît bien. Moi, ça a été mon métier pendant 40 ans, bon, je le connais un peu aussi. Et dans ce livre, on expose les résultats d'une enquête sur le terrain, on vous l'a expliqué. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que ces variétés ont été abandonnées, donc presque plus été cultivées, sauf quelques agriculteurs, toujours des irréductibles, depuis 1960. Et nous, ce qu'on a privilégié aussi dans cette présentation, et dans le livre et dans l'étude avant, c'est les paroles de ces agriculteurs âgés qui se souviennent, franchement, des fois avec une précision. Moi, j'étais émerveillé parce qu'ils connaissaient bien leur métier, c'est clair, et ils se souviennent très bien de comment ils cultivaient ce maïs. Alors ça, c'est le sommaire du livre. En fait, je ne l'ai pas, même pas... Enfin, c'est juste pour vous dire que nous, on va exposer ces différents chapitres après l'introduction. Moi, je vais vous parler des pratiques anciennes de semis. Ensuite, je vais vous parler des pratiques anciennes de gestion des semences. Qu'est-ce qu'ils faisaient à leurs semences, comment ils les fabriquaient, ils les géraient, ils les conservaient, ils les échangeaient. Et ensuite, Maryse vous parlera de tout l'aspect utilisation. Donc, consommation animale, consommation humaine, consommation animale, et culture associée au maïs. Et puis je reviendrai pour raconter un petit peu la fin de l'histoire des variétés anciennes, puisque ça a été le passage entre ces variétés que vous voyez là-devant, hein, ces variétés population, et ce qu'on appelle les hybrides, sachant que les populations sont aussi des hybrides. Hein. Bon, pour vous embrouiller un peu, on est passé des hybrides population aux hybrides de lignée pure. Je vous expliquerai ça, et tu tireras les conclusions. Voilà. Alors ben voilà, on va dérouler quelques petites informations qui m'ont paru intéressantes. J'ai piqué quelques petites choses dans le livre. D'où elles viennent ces populations pyrénéennes? Eh bien, on les a bien étudiées génétiquement. Depuis l'an 2000, on a des marqueurs moléculaires, ça permet d'étudier la génétique très précisément de ces variétés, et on s'aperçoit que dans tout le nord de l'Europe, jusqu'aux Pyrénées, ce sont les maïs des Indiens de l'Amérique du Nord, qu'on appelle les Northern, les cornets du Nord, hein, qui sont à l'origine de l'essentiel des variétés de maïs du nord de l'Europe. Mais quand on regarde génétiquement les variétés des Pyrénées, on s'aperçoit qu'elles sont intermédiaires. Il y a des beaux graphiques là-dessus, elles sont entre les Northernfleet purs. Par exemple, une variété alsacienne, c'est un Northernfleet pur. C'est une variété qui a été ramenée par Jacques Cartier ou quelqu'un d'autre, directement d'Amérique, et qui est restée assez semblable à l'original. Mais les variétés des Pyrénées, elles sont entre ces variétés-là et les variétés qui avaient été développées en Espagne à partir de matériel qui est davantage, qui vient surtout d'Amérique centrale et un peu d'Amérique du Sud. Et si vous regardez un peu d'observation, vous voyez, un Northernfleet, c'est une variété précoce, avec des grains cornés. Vous savez ce que ça veut dire, hein? C'est des grains durs, ronds au bout, et plus d'alcool. Avec une rafle blanche, mais qui est cylindrique, avec 8 rangs de grains. Vous ne voyez pas très bien, l'image n'est pas très précise. Bon.
Les populations pyrénéennes, elles sont précoces, elles ont des grains cornés, tout ça, ça vient bien des Nord-Anglides, elles ont des rafles blanches, ça c'est pas très original, mais vous voyez la forme, elles sont coniques et elles ont beaucoup plus de rangs, elles ont 12, 14 rangs des fois. Et ça vient justement de ce mélange, de cette espèce de synthèse que les paysans des Pyrénées ont faite entre les variétés, on va dire, du nord de l'Amérique et les variétés du centre et du sud de l'Amérique qui sont arrivées par l'Espagne. Donc voilà un peu l'origine génétique historique de ces populations des Pyrénées. Alors, l'objectif, je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas le répéter, associer les savoir-faire anciens à la conservation des variétés anciennes. C'est très bien de conserver les variétés, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi essayer de garder les savoir-faire, toute la culture qui était associée à ces variétés. Et c'est une grande demande, et c'est une nouvelle tendance de tous les gens qui font de la conservation. C'est peut-être une idée pour le conservatoire des arbres fruitiers d'Aquitaine, de travailler aussi sur tous les savoir-faire qui étaient associés aux variétés conservées. Alors on a fait 5 zones. Maryse nous l'a dit, vous allez voir sur les cartes. Je vous resignale que les résultats complets des travaux de Maryse sont sur le site promaïs.org. Vous pouvet aller les consulter, et là vous avez beaucoup plus de détails que ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et puis tant que vous y êtes aussi, que vous êtes sur ce site, vous pouvez aller regarder les photos et l'origine de toutes les variétés de maïs anciennes de France, pas seulement les Pyrénées. Voilà les 5 zones, vous les connaissez, hein, vous êtes quand même de régions proches de cette zone-là. Voilà la division qu'on a faite. Alors après, zone par zone, je vais passer très vite, on va pas aller dans le détail. Simplement une petite chose qui peut vous intéresser. Vous voyez les couleurs du maïs. J'avais fait l'an dernier une exposition sur les couleurs du maïs. Les couleurs que les Européens ont retenues à partir des couleurs des Amérindiens, où il y avait aussi le bleu et le rouge, qu'ils ont plus ou moins abandonné en Europe, ça a été essentiellement le jaune. Vous voyez les variétés là, jaune, le blanc, surtout. Dans la collection nationale, il y a 50% de jaune, 45% de blanc. Et quelques variétés d'autres couleurs, souvent, essentiellement des bruns rouges. Vous voyez l'ourdios, la variété de l'ourdios, elle est brun rouge. C'est assez rare. Il y en a un petit pourcentage. Alors là, j'ai mis des étoiles de couleurs, suivant les... J'espère que l'imprimeur fera quelque chose de mieux, ça c'est bricolage maison. Les étoiles jaunes, c'est des variétés jaunes, et les blanches, c'est des variétés blanches, et les bruns rouges, c'est des variétés bruns rouges. Donc vous voyez que les vallées de l'Ariège, à l'ouest, c'est du jaune, à l'est, c'est plutôt du blanc. Il y avait des préférences par vallée, quand même, qui apparaissent. Vallée de Garonne-Épique, c'est beaucoup de blanc, un peu de jaune. Voilà. Les vallées de Mestelauron, c'est équilibré, il y a à la fois des maïs blancs et des maïs jaunes. Les vallées du Haut-Adour, alors au-dessus de Bagnères de Bigorre, là c'est tout du jaune. Là il n'aimait que le maïs jaune. Voilà. Dans les autres vallées, apparemment, il y avait des blancs et des jaunes. Même un petit rouge à Argelès. Et puis, quand on passe au Béarn Pays Basque, on a malheureusement un peu moins de variétés. On s'aperçoit que tout l'ouest c'est du blanc. Et d'ailleurs, ils nous l'ont dit, en basque, quand on dit effeuiller le maïs, on dit blanchir le maïs. Parce qu'on peut supposer que toutes les variétés basques anciennes étaient des variétés blanches, essentiellement. Je parle de la montagne, hein, je ne parle pas des plaines, je parle des vallées de montagne. Bon, voilà pour la localisation de l'étude. On n'a pas le temps d'aller plus au détail. Alors, moi, je commence mes chapitres, là, je commence là, les pratiques anciennes de semis du maïs. J'ai trié, j'ai pas tout fait, j'en aurais pu faire aussi les pratiques anciennes de désherbage du maïs, d'essimage du maïs. Bon, on a simplifié, j'ai fait ce qui était le plus important, proche de la conservation des variétés, les aspects plus semences, semis-semences. Oh, pardon, je suis allé trop vite, beaucoup trop vite. Excusez-moi. Alors, est-ce que vous pouvez juste dire les plus grandes dates, les dates clés, c'est-à-dire à quelle période on situe l'arrivée des premières variétés en France, oui. Et la date de l'enquête aussi? Oui, date de l'enquête c'est 2012-13, c'est ça? Oui. L'arrivée de ces maïs dans les Pyrénées,
on a les premières références écrites vers 1620-1630. Et en fait, à partir de 1700, le maïs a remplacé les anciennes cultures vivrières. Vous savez que les gens de cette époque-là n'étaient pas assez riches pour manger du pain blanc tous les jours. Ils vendaient le peu de blé qu'ils faisaient souvent, ils regardaient un petit peu, et ils mangeaient des céréales secondaires, du seigle, du sarrasin, du millet. Dans les Pyrénées, on mangeait beaucoup de sarrasin et de millet. Et quand le maïs est arrivé, il a remplacé en partie le sarrasin et en grande partie, presque complètement, le millet. Donc on peut dire qu'à partir de 1700, le maïs est devenu une culture vivrière importante, et c'était vraiment la culture des pauvres, hein, des paysans pauvres, hein, c'était le pain des pauvres. Avec, après, il y a eu la patate et les haricots qui ont fait aussi leur part de boulot. Et donc, on peut dire que de 1650 à 1950, ça fait 300 ans, pendant 300 ans, les paysans pyrénéens ont mangé du maïs, et en ont donné à leurs animaux aussi, hein. Quand ils étaient un peu plus riches, ils pouvaient élever des animaux, ils nourrissaient aussi leurs animaux avec le maïs. Ça a duré 300 ans. Donc ces maïs qui sont là, ils sont le résultat de 300 ans, c'est un paquet de générations quand même, de sélection, d'adaptation aux différentes aptitudes, aux différents climats des vallées pyrénéennes. Ça répond à votre question? Donc le semis. Le semis, il y a deux grandes techniques. On a l'impression, d'après l'enquête, les gens qu'on a enquêtés, on ne prétend pas avoir rencontré tout le monde, que du côté Ariège, du côté centre-est des Pyrénées, c'était la technique du semis en ligne. Les gens semaient en ligne, à la main, bien sûr. Mais, et dans le semis en ligne, ils avaient deux techniques, une complètement à la main, c'est-à-dire qu'ils traçaient dans la terre préparée, ils traçaient un trait avec le pied, le plus droit possible, ou dans certains cas, ils mettaient des cordeaux, comme un maraîcher, et ils traçaient aussi le pied en suivant le cordeau. Et ensuite, derrière, ils semaient à la main. Et une chose très importante, ils semaient en poquet. Vous savez peut-être pas ce que c'est, des poquets. Vous savez ce que c'est? On met plusieurs graines au même endroit. Ça s'appelle un poquet. Toujours en poquet. Jamais une graine toute seule. Toujours en poquet. Et puis, là où les terres étaient peut-être plus, les parcelles plus grandes et les gens avaient des animaux de trait, ils faisaient du semer en ligne avec une charrue, ou avec une arère. C'est-à-dire qu'ils traçaient à la charrue de ligne. Alors il y en a un qui dit, j'aime bien leur parole toujours, il commençait à dresser la parcelle, la première rangée, il essayait de la faire la plus droite possible, avec des vaches et une charrue. Pas évident, assez loin. Puis il repassait dans l'autre sens pour fermer, puis il se décalait un peu, il était semé, etc. Il se décalait, il repartait. Donc on traçait une raie de charrue, on semait dedans, on recouvrait en revenant, et on repartait à 70 cm à côté, on refaisait une autre ligne et on recouvrait. Voilà. Ça, cette technique, je l'ai vu pratiquer au Pérou il y a 5 ans. Il y a encore des agriculteurs qui travaillent avec les bœufs comme ça. Ça s'est pas perdu. 70 cm? Oui, c'était environ 70 cm. 2 pieds, 70 cm. La distance entre lignes, oui. Ils ont tous dit ça, mais on a 20 témoignages des mêmes dimensions. Il n'y a pas de doute là-dessus. Deuxième technique, c'était plus le centre des Pyrénées et l'ouest des Pyrénées. C'était un semis en croix, en Kruzets. Bon, et dans ce cas-là, on a des animaux de trait, et on tire cet engin, qu'on appelait un marcadet à l'époque, avec 3 pelles comme ça, séparées de 70 cm, on dit toujours. Et vous voyez qu'ici, l'agriculteur, dans un premier temps, vous voyez les hommes là-bas en train de tracer avec le marcadet. Dans un premier temps, ils ont tracé dans ce sens-là. Vous voyez les lignes, vous les devinez là, parce qu'elles ont été recouvertes là. Puis dans un deuxième temps, ils ont tracé comme ça. Et là, c'était bon, le quadrillage était fait, et les femmes ont commencé à semer. Vous comprenez le système? Comment? Eh oui, et alors les grains, ils les semaient à la croix, à l'intersection. Donc vous aviez un carré, un poquet, etc. Et c'était souvent les femmes qui semaient, et les enfants les aidaient parfois. Certaines avaient 2 poches, haricots, maïs, d'autres... il y a tout un tas de méthodes. En gros, la méthode la plus courante, c'était celle-là. Et alors vous voyez qu'on mélangeait souvent, Maryse nous en reparlera, le maïs avec des haricots. On se met quelques grains d'haricots, moins que ceux de maïs, mais quelques-uns, en même temps que le maïs. Donc, toujours en poquet,
Et dans ce cas-là, les poquets étaient séparés. Alors je vais vous... Non, ça sera plus tard, vous aurez une photo d'un semis levé. Bon, alors si on regarde le semis, la grande question pour un agriculteur quand il sème, c'est combien de graines je mets. Combien de plantes je veux au bout et combien de graines je mets au départ. Et ici, si on fait le calcul avec les chiffres qu'ils nous donnent, j'ai pris un exemple dans le Haut-Adour, on avait 4 lieux avec des chiffres précis, et des actuels précis, il semait quand même pas mal de graines. Parce qu'il semait environ entre 60 et 80 000 graines de maïs par hectare. Mais il les éclaircissait après. Ça, c'est une différence avec la culture actuelle. Vous voyez, les gens semaient, ils sèment et puis ils s'en vont. C'est fini. La densité, elle est décidée au semis. Tandis que là, on semait en poquet et ensuite on éclaircissait. Alors là, je vais reprendre une parole parce que c'est toujours plus le même. Et après, quand il avait 15 cm de hauteur, on le binait à la bêche en l'éclaircissant à la main. Donc, le premier travail de désherbage, si vous voulez, se faisait quand le maïs avait 15 cm, il y avait 3-4 feuilles, et il passait à la main, à la pioche, et en même temps, ils enlevaient les mauvaises herbes qu'ils pouvaient, et ils éclaircissaient. C'est-à-dire qu'ils ramenaient la densité à l'idéal. Alors, si ça avait très bien levé, ils avaient beaucoup trop de plantes levées, ils en enlevaient beaucoup. Si ça avait mal levé, ben, les poquets compensaient un peu les manques à la levée, ce qui arrivait quand même assez souvent. Et au bout du compte, à l'œil, ils visaient une certaine densité finale de la culture. Et c'est là qu'était tout l'art de l'agriculteur. Alors, une chose importante qu'on ignore souvent, c'est que quand ils éclaircissaient, vous l'avez peut-être fait, ou certains d'entre vous ont cultivé les populations, on choisissait les pieds, et on choisissait les pieds. S'il y avait des petits pieds, s'il y avait de jolis pieds, on les laissait, bien sûr. S'il y avait des pieds plus rabougris, si on veut, on les arrachait. Et ça paraît anodin, mais en fait, c'est très important. Parce que je vous dis tout à l'heure qu'une population de maïs, comme ça, dans un épi comme ça, il y a 80, d'après les études en moyenne, 93% des grains qui ont été fécondés par une plante à côté. Donc c'est des hybrides, c'est pour ça que je vous disais, on dit hybride, on se mélange les pinceaux, parce que ça aussi c'était des hybrides complètement. Et chaque hybride, chaque grain donne un hybride, et chaque hybride dans ce cas-là est différent. Contrairement aux hybrides modernes où chaque hybride est le même, là chaque hybride est un peu différent. Il y a des bons hybrides très vigoureux, et il y a des mauvais hybrides peu vigoureux. Il y a même quelques autofécondations qui se sont faites. Les 7% qui restent, c'est des autofécondations, ça a moins de vigueur. Donc, quand on regarde ces petites plantes-là qui ont 15 cm de haut, on voit très bien les différences. On en voit des beaucoup plus développées que d'autres. Et donc, ils enlevaient les rabougris, comme il dit. Toutes celles qui n'avaient pas de vigueur. Mais ça avait un sacré résultat. Parce que si vous avez semé 60 000 grains et que vous en laissez 40 000 plantes au bout, vous avez fait une sacrée sélection massale et vous avez éliminé toutes les autofécondations et tous les hybrides qui avaient peu de vigueur hybride. Donc c'était une opération qui paraît anodine et en fait qui était très importante pour le rendement final. Et ça, il l'explique très bien. C'était la méthode de base, effectivement, pour obtenir la bonne densité et garder les meilleurs hybrides. Densité finale, bon, j'ai mis une fourchette assez large parce qu'elle était large. Parce que les gens, ils adaptaient. Quand ils étaient sur des terres séchantes, maigres, peu fertiles, mal exposées, ils baissaient la densité. Quand ils étaient sur les très bonnes terres, ils montaient la densité. Ça, c'était un peu l'art de l'agriculteur, hein, cette adaptation aux conditions, à l'alimentation possible et plus. J'ai mis une conclusion en forme de conseil pour les semeurs de populations anciennes, parce que je sais qu'il y a maintenant beaucoup de gens qui veulent se ressemer des populations anciennes. Oui, moi je vous encourage fortement, parce que moi j'enseigne une cinquantaine tous les ans, différentes, mais quand vous semez des populations anciennes, respectez la technique et les méthodes adaptées à ces variétés. C'est-à-dire respecter ces densités, cette fourchette de densité, semer en poquet, de façon à pouvoir éclaircir, ajuster la densité et supprimer les mauvais hybrides et les autofécondations. Si vous ne faites pas ça, ce que j'ai vu souvent le cas, on sème les populations anciennes comme les variétés modernes,
c'est la catastrophe. Vous aurez énormément de verses, de plantes qui vont verser parce qu'elles sont trop serrées, elles n'ont pas assez de racines verses, et vous aurez aussi beaucoup de plantes sans épis. Ça va être courant d'avoir 30% de plantes sans épis, parce que vous avez mis une population et une densité trop importante. Donc, mon conseil, c'est ça, suivez la technique qui correspondait aux variétés, ne semez pas les variétés anciennes comme les variétés modernes, elles n'ont pas été sélectionnées pour les techniques de culture actuelles. Alors une petite image pour vous amuser, parce que vous demandez qu'est-ce que c'était exactement cette densité à l'ancienne. Ben voilà. Vous avez l'exemple, c'est dans les Landes. Je n'ai pas trouvé une photo des Pyrénées, c'est dans les Landes. Et regardez un petit peu les plantes. Vous les voyez là? Là, on est au passage du premier binage. Là, ils font avec une machine. Là, ils font un binage, ils ne font pas la pioche, là. Ils le font avec une bineuse double en plus, hein, qui fait deux interlignes, certainement. Et vous voyez les plantes, comment elles sont semées, comment elles sont distantes. Si cette plante fait 15 cm de haut, vous avez 60-70 cm entre ces deux plantes. Donc si vous calculez la densité, là, vous êtes à peu près à 30 000. Vous êtes dans la fourchette basse, c'est normal. Vous êtes sur du sable, sans irrigation, dans les Landes. Je peux vous dire que les rendements étaient bas et les densités étaient très basses. C'est normal. Donc vous voyez ce que ça donne. Là, ils avaient dû déjà éclaircir. On voit que de temps en temps, ils avaient laissé deux plantes. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y en manquait une à côté, ils en avaient laissé deux là. Mais en gros, ils n'avaient laissé qu'une plante. Ils avaient semé en ligne et ils n'avaient laissé qu'une plante à chaque poquet. Ça vous paraît techniquement clair? Vous vous sentez capable de semer les populations bien? Bon, la profondeur? La profondeur. Bon, ça c'était, maintenant on est vachement exigeant avec ce mois. 30 cm exactement, tout ça. Bon, à l'époque c'était un petit peu plus... ça devait être la profondeur que faisait le marcadet. Moi j'ai une de mes grand-mères qui m'a expliqué, mais ils nous l'ont expliqué aussi. Non, pas tant que ça. Non, le maïs, ça se sème, tu as entre 2 et 3 doigts de profondeur, suivant que le sol est plus ou moins sec ou humide. Il y a les Amérindiens, les Hopis par exemple, que je suis allé visiter et que je connais bien, ils sèment à 1 pied de profondeur, à 30 cm de profondeur, avec des variétés spécialement adaptées à ça. Non, ici on sème à, allez, on va dire 3 doigts de profondeur approximativement. Alors, deuxième chapitre, ça c'était les semis. C'est bon, c'est suffisant pour l'explication. Mon deuxième chapitre, c'est les pratiques anciennes de la gestion des semences. Je regarde un peu montre. Une autre partie du travail lié aux semences et à la génétique et à la conservation des variétés, c'était la façon dont ils fabriquaient les semences. Alors, chose très importante qu'on méconnaît, mais que tous les anciens nous expliquent à nombreuses reprises, c'est qu'ils choisissaient la semence à garder. Ce choix se faisait au moment de l'effeuillage sur le tas d'épis ramenés à la maison. Vous comprenez ce que ça veut dire? Le maïs était ramassé à la main et on le ramassait avec les feuilles qui sont sur l'épi, les spates. Ça va très vite, plac, plac, on ramasse comme ça, on mettait ça dans des grands paniers, dans les remords. Et on faisait un grand tas de maïs avec les spates, quelque part dans une grange ou dans un fond de cuisine. Et là-dessus, en principe, c'était le maître de maison qui le faisait, choisissait sa semence pour l'année suivante. C'est le plus courant. On va le voir tout à l'heure sur quels critères un petit peu, mais ce qui est clair, c'est qu'il ne choisissait pas les semences dans le champ. Jamais. Jamais. La semence, ça se choisissait une fois récoltée. Non, on choisissait uniquement sur l'épi. Il n'y a pas de choix sur la... Contrairement à la sélection moderne, on est au champ sur les plantes, là, on ne sélectionnait que l'épi. Et puis, ça pouvait se faire différemment. Dans certains témoignages, ils disent bien que pendant l'hiver, quand ils allaient chercher quelques épis pour égrener, pour manger ou pour faire manger les animaux, ils trouvaient des beaux épis, ils les mettaient de côté pour la semence. Ça peut se faire au fur et à mesure aussi. Mais en général, ça se faisait au départ. Et les plus beaux épis étaient séchés à part. Souvent, j'aurais pu mettre toujours sous forme de tresse. Dans les vallées des Pyrénées, où le climat est très humide, le maïs ne sèche pas si facilement que ça. Et il n'est pas question d'en faire des grosses piles et de l'entasser. Il vaut mieux le suspendre pour qu'il sèche correctement. Et pour les semences, c'est encore plus important parce qu'il faut qu'ils sèchent particulièrement bien si on veut garder la germination
des graines. Ça, ils le savaient, ils sont très conscients de ça, et ils vous expliquent tout leur système de fabrication de tresses et de suspension des tresses dans les maisons, dans les granges, etc., dans les cuisines. Vous allez voir les photos juste après. Une petite phrase, une petite parole d'agriculteur local. Je me rappelle, papa faisait des tresses impeccables, je crois qu'il était le meilleur du village pour ça, il était encore fier. Et alors, on a une vieille maison, il les accrochait au plafond, et là, ça séchait. Voilà toute l'histoire du séchage des semences. Voilà, Montado, il faisait des tresses de 3 mètres, sacrée tresse, accrochées sous les auvents. Après, comment il choisissait les épis? Alors, ben, j'ai repris les paroles, ça parle tout seul. Les plus jolis épis, les plus beaux épis, les plus gros, ils étaient longs, les belles carouilles bien droites, des grains bien alignés, les jolis grains qui ne soient pas véreux. On regardait que l'épi soit fermé, qu'il y en ait jusqu'au bout. Ça, c'est un truc plus subtil. Le fait de garder les épis qui soient bien terminés, alors il y avait un mot, kurunats, ils étaient couronnés, les épis au bout, il y avait des grains jusqu'au bout, complètement. Ce qui était possible avec ces variétés, vous voyez, elles arrivent à faire le... Vous avez des grains jusqu'au bout de l'épi. Il n'y a plus dans les nouvelles variétés qui ont une génétique un peu différente. Est-ce que vous avez collecté que les graines du début de l'épi... On va le voir ça. Oui, c'est vrai. Ça, c'était la base aussi. Donc, voilà comment ils choisissaient. Le fait qu'ils choisissent des épis bien fécondés, c'était malin, parce que ça voulait dire que l'épi, il s'était fait féconder par des plantes voisines à un moment où il y avait plein de pollen, donc on était pile poil dans la bonne précocité. Les épis, les plantes qui fleurissent le plus tôt, elles ne sont pas très bien fécondées. Celles qui fleurissent à la fin, elles ne sont pas très bien fécondées. Celles qui sont bien fécondées, elles sont pile poil dans la bonne maturité. C'est certainement la raison de ça. Alors voilà les suspensions d'épis. Dans la cuisine, il y en a un qui disait, parce que dans la cuisine ça séchait mieux, effectivement, avec la chaleur du feu, ça faisait sécher plus vite. Ou alors sous les auvents, sous les toits. Il y en avait un peu partout dans les maisons, dans toutes les vallées des Pyrénées. Les gens se souviennent encore, il y a quelques années, les tresses de maïs qui pendaient sous les balcons ou sous les toits de maisons. Bon, oui, après, il s'agissait, quand on récupérait les épis, il s'agissait de les effeuiller. Et ça, on a complètement oublié cette phase-là, qui était en fait une très grande fête, équivalente de la fête du Pelleport. Hein. L'autre grande fête, c'était l'effeuillage du maïs. Ça n'existe plus depuis 60 ans, mais c'était une fête importante dans les campagnes des Pyrénées, de tout le sud-ouest d'ailleurs. Donc, la fameuse pile d'épis, on les feuillait le soir à la veillée, en général au mois de novembre. En béarnais, ça s'appelait l'espelouker, et en basque, ça s'appelait, je ne sais pas si je sais bien le prononcer, Artoa Biostou. Qui veut dire, je ne sais pas, effeuiller le maïs. C'est un travail fait en commun. On n'a pas parlé tout à l'heure, peut-être que tu en parleras du travail en commun, peut-être pas, on n'a pas le temps de tout passer, mais il y avait 2 opérations dans la culture de maïs qui étaient faites en commun, qui nécessitaient beaucoup de manœuvre. Vous avez vu tout à l'heure les semeuses au maïs, et toutes les voisines qui venaient pour semer. Et il y avait l'effeuillage du maïs, où aussi c'était un long travail à la main, et là aussi, ils réunissaient 20-30 personnes le soir à la veillée autour du tas de maïs, les soirées de novembre. Et alors c'était une fête. Alors, bon, on en a des centaines de citations sur l'explication. Alors on défeuillait les parents, les voisins, c'était la fête, puis il y avait les châtaignes, et ça se terminait comme ça. Alors le quartier venait, il y avait du monde, et c'était la fête, on dansait aussi. Ils buvaient, ils racontaient des histoires, ils dansaient, ils racontaient des tas de blagues, ils faisaient des jeux. Et dans ces jeux, il y avait 2 jeux avec le maïs, mais je ne vous en parlerai pas maintenant. Si on a le temps, vous poserez la question, on en parlera à la fin. Il faisait 2 jeux avec le maïs. Le barbouillage au charbon, on en parlera, et le jeu de l'épi rouge. Il y en a qui savent ce que c'est. Ah, fabuleux, on en parlera tout à l'heure. Vous me poserez la question, on en parlera. Je vais aller plus vite parce que sinon, on ne sera pas dans les temps. Bon, ensuite, il s'agissait de revenir à la semence. Comment ils préparaient les grains pour la semence. Alors, je crois que j'ai une phrase toute simple. Mes parents le faisaient comme ça. On allait chercher 20 ou 30 épis. Alors, si vous faites le calcul, ils n'avaient pas un très grand champ de maïs. C'est le temps d'être 30 épis, ça n'est pas loin. Allez, on va commencer à préparer les grains pour semer. Donc, ils faisaient un ultime choix sur les grains. Si les grains ne leur plaisaient pas, ils pouvaient encore éliminer
des épis. Ils voulaient des grains bien ronds, etc. Les variétés que c'était, vous voyez le style de grains qu'ils aimaient. Hein, les gros grains ronds, des très gros grains ronds. C'était dans le goût des Pyrénées, ça, beaucoup. Hein. Les grains bien formés, bien pleins, bombés, les belles graines. Et puis ensuite, ils faisaient un égrenage. On va revenir à ce dont monsieur parlait. Ils faisaient un égrenage toujours à la main. Parce qu'ils avaient déjà des petites machines, hein, ils en parlent, ils avaient déjà des petites machines à manivelle, là, avec une roue dentée, mais ça écrase les grains, ça abîme les grains. Ils nous l'expliquent, ils sont très conscients de ça. Il ne fallait pas mâcher les grains, il ne fallait pas abîmer les grains. Donc, pour la semence, on égrenait à la main. Et il y avait en gros deux méthodes, on va voir des photos d'elles. Et, de plus, ils n'égrenaient pas tous les grains pour la semence. Pour la semence, ils ne gardaient que les grains du milieu, et ils éliminaient les deux pointes. On va voir la photo que tu as prise, Maryse, tout de suite après. Ça, ils ne l'ont pas inventé, les Pyrénéens, hein, parce que c'est aussi la règle dans toute l'Amérique. Tous les Amérindiens font exactement la même chose. Ils ont même en Nahuatl, au Mexique, un nom différent pour les grains du milieu, les grains de la base et les grains de la pointe. C'est une très vieille histoire. Mais ça s'était maintenu, ça s'était transmis dans les Pyrénées. Alors, voilà les photos. Donc là, c'est une dame, je suppose, Maryse, que tu avais interviewée, qui montrait cette photo-là. Oh, pardon, excuse-moi. Non, pardon. Là, la première à droite, celle-là, elle montre la partie qu'on va garder pour faire la semence. C'est un monsieur, hein. Ah, c'est les hommes. Ah, c'est peut-être eux alors qu'ils faisaient ça. Ils faisaient la sélection, d'accord. Et à chaque fois, il y a une petite manière. C'est-à-dire qu'ils montrent dans une carte, on ne garde que les grains puissants. Alors les grains d'émou, ils le disent tous, c'est amusant, ils disent ah, les grains d'émou c'était pour les poules. C'était, on les donnait aux animaux, les petits grains d'émou, etc. À l'Espagne. Et dans la semencerie moderne du maïs, on appelle ça des gros plats. C'est des gros plats, ça c'est les petits ronds, et ça c'est les gros ronds. Et pendant des années, il a été très difficile de convaincre les vieux agriculteurs qu'on pouvait faire de la très bonne semence avec des petits ronds ou avec des gros ronds. Non. Ils ne voulaient que les gros plats ici. Ils ont raison, c'est ceux qui germent le mieux, qui sont les plus réguliers, qui sont les mieux nourris, etc. Donc c'est pas aberrant. Mais maintenant, on arrive à très bien nettoyer les grains et trier, on arrive à faire de la semence avec les petits ronds et les hauts. Alors l'égrenage à la main, ben, il n'y avait pas 36 000 techniques à la main. Il y a la technique de base où on se sert d'une rafle déjà égrenée pour faire tomber les grains de notre épi. Ça, c'est la technique de base amérindienne, hein, qu'ils font toujours, mais eux, ils ont des égreneurs spéciaux faits avec des rafles de maïs. Ça, on ne l'a pas importé en Europe. Et puis, il y avait ce qu'ils appellent la barre de fer. Et là, je ne sais pas si vous devinez comment ça fonctionne. Ils égrenaient l'épi en le frottant, doucement, sans abîmer les grains, sur une barre de fer. Et la barre de fer, en l'occurrence, c'est le manche d'une poêle. Vous voyez là, vous savez, la grande poêle qui était dans les cheminées et qui était accrochée à la cheminée, avec un long manche. Elle était utilisée couramment pour égrener les épis de maïs. En particulier pour la semence, puisqu'il ne fallait pas utiliser la machine à ce moment-là, il fallait continuer à le faire. Et c'était un travail pour les anciens, souvent, les vieux qui restaient à la maison, et ils faisaient l'égrenage, ces petits travaux manuels, pas trop difficiles. Troisième et dernier chapitre pour moi, je te passe la parole, Maryse, le renouvellement des semences. Parce qu'on se demande toujours, mais alors qu'est-ce qu'il faisait la semence? Il la gardait, il la gardait pas, il a changé. C'est un point important dans la compréhension de comment fonctionnait cette génétique des semences anciennes. Alors, cette phrase de l'agriculteur liégeois résume la situation générale. La semence, on la gardait. On n'achetait pas de semences, c'était pas désiré. Voilà. On avait toujours la même semence. On gardait les semences d'une année sur l'autre. Ce qu'il y a, c'est qu'on le recevait tous les ans, on ne changeait pas la semence, que l'américain, il faut changer. Vous comprenez ce que ça veut dire? Les variétés américaines, il fallait changer la semence, pas les variétés anciennes. Donc tout ça, c'était clair pour eux, hein, mais évidemment, ils gardaient la semence des populations. On a vu comment il l'a triée, comment il l'a sélectionnée, comment il l'a réutilisée. Il y a qu'un jeune enquêté, là, moi je ne sais plus qui c'était, mais toi tu te souviens peut-être, Maryse,
qui dit qu'il allait acheter des semences à la coopérative, mais ça, c'est déjà entre les deux guerres, et c'est déjà juste après la guerre, où les coopératives ont vendu des semences de population, qui étaient produites par l'INRA Saint-Martin-de-Haine, si quelqu'un m'en a parlé. Il faisait du grand roubasque, par exemple, qui est une variété productive arrivée d'Espagne récemment, et il les vendait aux agriculteurs. Mais c'est récent, ça c'est récent. C'est des cas très récents, c'est la fin de l'entre-deux-guerres, et juste après la guerre, où on a eu, en France, on a essayé de développer des populations à fort rendement, tardives en général, pour homogénéiser un peu la production de maïs en France. C'est une autre histoire qui commence. Les échanges de semences. Alors là, on se pose la question aussi, mais est-ce qu'ils échangeaient leurs semences ou pas? Oui, enfin, c'est assez partagé, vous allez voir. Il y a des gens qui n'échangeaient jamais. Il y a deux attitudes. Il y a ceux qui ne voulaient absolument pas échanger, et ils le disent de façon parfois violente. On n'échangeait jamais avec personne, on semait ce qu'on avait, et puis voilà. On n'a jamais échangé de semences avec les autres. On savait que ça n'irait pas. Ça me fait rire, parce que le gars, il dit « Non, la semence de l'autre, vous rigolez, elle ne va pas aller chez moi, non, pas question. » Donc, il y a des gens qui ne voulaient absolument pas échanger. Puis il y a un qui dit « Chacun avait sa spécialité, c'est comme les patates. Chacun avait sa petite spécialité, sa petite variété. » Ben oui, chacun avait sa petite variété qu'il estimait bien meilleure et un peu différente de celle du voisin. Mais d'autres échangeaient. Il y en avait quand même qui échangeaient, mais c'est vrai dans de rares occasions. Mais c'était des mariages, par exemple. On a eu un exemple, tu te rappelles de cet exemple à Campan, là, où il s'était marié avec une dame du village à côté. Ils avaient presque le même maïs, mais ils préféraient la couleur de celui de l'autre village. Un peu plus orange, un peu plus brillant, et donc il avait mélangé avec le sien, et puis finalement ça n'avait pas donné grand-chose, les plantes étaient plus petites. Mais bon, ça se passait pour les mariages, ça se passait pendant les voyages, parce qu'ils faisaient quand même certains voyages, et puis quand ils avaient loupé la production, ils n'avaient plus assez pour la semence, ils allaient chercher chez les voisins, et puis pour maintenir le rendement. Alors ça, on va écouter ce qu'ils disaient. Ils échangeaient un peu, pas toujours, mais de temps en temps. Bon, ça, c'est effectivement ça. Un échange, c'était pas fréquent, mais ça existait. Oui, ils faisaient ça pour que ça ne dégénère pas trop. Dans le village même, je suis si on se l'échangeait, soi-disant que ça produisait un peu plus en changeant de terre. Ça, c'est intéressant pour le sélectionneur, pour l'agriculteur. C'est qu'ils avaient quand même cette notion que parfois leur variété dégénérait. En fait, à force de ne prendre que quelques épis pour ressemer l'année suivante, il se peut que génétiquement, ils rendaient plus étroite leur variété, qu'elle perdait de la vigueur hybride, et que elle dégénérait, on peut dire entre guillemets. Et donc, ils savaient qu'en allant chercher de la semence ailleurs, et en la mélangeant à la leur, ça repartait. Mais il l'expliquait pas par la vigueur hybride, qui était inconnue. Il expliquait par le fait que de changer de terre, ça redonnait de la vigueur à la variété. N'importe l'explication, il connaissait le phénomène de cette perte de vigueur et de la nécessité de remélanger pour améliorer, pour maintenir le rendement des variétés. Et vous voyez aussi les voyages. Là, il citait un cas qui était assez amusant. Des fois, il y en a qui arrivent en danger, et des fois, ils voyaient du joli maïs, et ils portaient les semences. Du côté de Coursan, dans l'Aude, c'était du joli maïs. Pareil, oui, il devait être vachement plus tardif et gros. Alors, on prenait la semence là-bas en revenant. Donc, il y avait quand même, vous voyez, des remélanges entre régions, parce que les gens voyageaient, et puis ils ramenaient la semence de leur voyage. Voilà, je te passe la parole. Pardon? Alors moi, donc j'ai fait des enquêtes. En fait, j'ai fait ces enquêtes parce que j'ai fait un doctorat en anthropologie et j'ai fait mon doctorat sur l'histoire du maïs en Europe. J'avais précédemment travaillé sur la cuisine précolombienne, notamment la cuisine aztèque, à partir de vieux manuscrits. Et j'avais compris quelle était la place du maïs dans cette culture précolombienne. Et donc au labo d'anthropologie où je faisais mes recherches, on m'avait dit ce serait bien que tu te focalises sur une ère européenne pour faire ta thèse. Et donc je me suis penchée sur la traversée des plantes américaines en Europe.
Donc au départ, je partais sur le maïs, le haricot et la tomate. Mais comme j'ai commencé à travailler sur l'histoire, sur le maïs, quand j'ai commencé à travailler, on commençait à parler du maïs génétiquement modifié, donc je me suis intéressée au maïs. Je suis repartie de 1492 et j'ai montré que cette histoire du maïs en fait se renouvelait à chaque fois, un premier maïs, un deuxième maïs et puis un troisième maïs génétiquement modifié. Alors, je vous explique ça pour vous dire qu'en fait l'histoire du maïs, je la connaissais bien, j'en connaissais aussi les pratiques culturelles puisque mon terrain était européen, donc j'ai travaillé à la fois dans le sud-ouest de la France, le nord de l'Italie, l'Europe centrale et le nord du Portugal. Donc j'avais quand même une bonne vision de ce qu'était cette histoire et cette culture du maïs. Donc partant de là, faire ce travail-là, demandé par ProMaïs, était intéressant pour moi, puisque ça me permettait de voir si j'allais retrouver dans ce terrain-là, pyrénéen, des choses que j'avais déjà observées, notées et écrites sur les autres terrains, ou si au contraire j'allais trouver peut-être des analogies, mais aussi des différences. Donc c'était aussi très intéressant pour moi de faire ce travail. J'avais fait un terrain dans les Pyrénées, dans certaines parties des Pyrénées, mais pas aussi poussé que celui-là. Donc c'était très intéressant pour moi. Donc donc je vous dis ça aussi parce que la consommation du maïs en Europe n'a rien à voir avec la consommation du maïs sur le continent américain. Il ne faut pas se tromper, la consommation du maïs en Europe, dès lors que le maïs a commencé à être un petit peu cultivé jusqu'à aujourd'hui, a toujours été une consommation destinée essentiellement aux animaux. Alors je ne dis pas uniquement aux animaux, je dis essentiellement aux animaux. On le retrouve énormément dans l'histoire, et ce qu'on retrouve aussi dans l'histoire, c'est que quand on a commencé à manger du maïs, ou quand on a mangé, soit c'est parce qu'on était extrêmement pauvre et on n'avait que ça à manger, soit c'est parce qu'on traversait une époque très difficile, avec des dizaines de grains, dont l'absence de blé ou d'autres céréales, et que pour pallier ces manques, on se tournait vers le maïs, en bouillie, etc. Donc, et ça, c'est observable dans toute l'Europe. Bien sûr, il y a en Roumanie, par exemple, la mamadiga, qui est un plat, on va dire, national à base de maïs, mais ça reste quand même un aliment marginal, donc surtout destiné aux animaux. Il n'empêche que, malgré tout, on retrouve dans les régions énormément de plats de préparation à base de maïs, dans le sud-ouest, dans le centre de la France, en Alsace, comme partout ailleurs en Europe. Des plats qui finalement se ressemblent énormément d'une région à l'autre, et même à l'intérieur de la chaîne des Pyrénées, on retrouve toujours une base qui est de l'eau, du sel, de la farine, de maïs, jetée en pluie dans de l'eau qui a bouilli dans un chaudron. Ça c'est à peu près la préparation, la recette qu'on va retrouver un petit peu partout. Mais on va retrouver aussi des variantes. On va avoir donc on appelle, alors les plats, en fait, les plats à base de maïs, mias, ça va être le gordes dans le centre de la France, mais ici on va avoir le passe-tête, par exemple, dans les Hautes-Pyrénées. Il faut savoir que tous ces noms-là étaient anciennement les noms des préparations à base de millet ou de sarrasin. Je ne m'arrête pas dessus, mais quand le maïs arrive en Europe et prend la place de ces céréales dans le champ, donc ce sont des céréales de printemps, il en prend aussi la place dans la cuisine. Donc là où on faisait du mias, des gordes, du passe-tête avec du millet, du sarrasin, voire en Italie du Nord, de la polenta avec du sorgho, on va désormais faire tous ces plats avec du maïs. Et on va appeler ces plats mias, passe-tête, les noms seront les mêmes. Donc, dans les Pyrénées, on va retrouver toutes ces variations selon les endroits qu'on traverse. Plutôt en Ariège, on va avoir essentiellement des préparations qu'on va appeler mias, tantôt salées, tantôt sucrées. Dans les Hautes-Pyrénées, on va avoir aussi le passe-tête et ce qu'on appelle aussi le passe-tête tourade, c'est-à-dire qu'on a fait griller le maïs. Donc on va avoir une pâte, une bouillie plus ou moins dure et plutôt grise. Et après, on a d'autres dénominations locales en fonction des lieux qu'on traverse. Mais tout le monde dit qu'il a une préparation de maïs unique, exceptionnelle, singulière, mais si on traverse une vallée, on va dans une autre vallée, on va retrouver finalement la même préparation, elle s'appellera différemment. Ce
qui va faire aussi finalement la particularité aussi de préparation, c'est que non seulement on va manger le maïs en bouillie, plus ou moins dur, en guise de pain, mais on va retrouver aussi dans toutes ces régions des Pyrénées le maïs consommé pour des grands événements qui marquent le travail de la maison. Alors ça va être dans certaines régions quand on tue le cochon. On a l'habitude de faire un mias du boudin par exemple. On aura, dans l'eau dans laquelle on aura cuit le boudin, on fera un mias. Voilà. Dans d'autres régions, on fera un mias plutôt sucré, puisque on se sera servi d'une eau qu'on aura fait bouillir avec du miel, etc. Donc on pourra faire aussi un mias quand on tue les canards. Hein, là on va s'approcher des Pyrénées qui sont plus proches du Gers. Donc voilà, selon les Pyrénées, on va avoir différentes préparations. Donc en gros, on va retenir en guise de pain. Quand on tue le cochon, quand on tue les canards, quand on fait un événement un petit peu exceptionnel, comme cela. Et après, évidemment, on va avoir aussi toute la déclinaison des bouillies de maïs sucré, notamment à la Noël, dans des événements comme cela, pour les enfants aussi, avec des variantes, avec de l'eau de vie, avec du miel, du sucre, etc. Donc voilà à peu près un panel vite raconté des préparations à base de maïs dans cette chaîne des Pyrénées. Et juste une chose, aujourd'hui on retrouve sur les marchés, dans des épiceries fines, sur les étals de bouchers, de charcutiers, du mias, qui est du reste vendu très très cher. Si on le ramène au prix au kilo, il est extrêmement cher. Et aujourd'hui, beaucoup de gens s'en délectent, soit parce qu'ils s'en souviennent, soit parce qu'ils découvrent ça, mais ça restait quand même une alimentation. D'ailleurs, les gens de la plaine parlaient de ceux de la montagne comme les mangeurs de mias, les mangeurs de polenta en Italie, et ça n'était jamais une marque comment dire, c'était plutôt pour minorer ces personnes-là plutôt que pour les louer ou les vanter, etc. Donc manger du maïs, ça a été souvent, pas toujours bien perçu. Oui, je veux dire. Vous avez illustré ça par une expression moderne, prendre on l'appelait un mini-bron. C'est-à-dire un mangeur de pâtes de maïs. C'était une insulte pour les très pauvres. Voilà. En revanche, alors, il n'empêche, je ne veux pas non plus que vous pensiez que quand on mangeait du maïs, c'était qu'on était vraiment sur la paille. Il n'empêche qu'on mangeait quand même du maïs et qu'on pouvait aussi aimer ça, apprécier ça et le cuisiner pour des moments un petit peu exceptionnels, festifs et plutôt heureux. Mais ça veut dire aussi que quand même la plupart des récoltes et des épis et donc des grains étaient consacrés quand même à l'alimentation animale. Donc, sur la chaîne des Pyrénées, dans les 5 vallées que j'ai traversées, la plupart du temps, c'est bien ou donné en grains, ou moulu en farine, ou bien trempé dans de l'eau, écrasé, mélangé à d'autres aliments comme le chou, la betterave, voire les orties, crues, bouillies, c'était donné aux animaux. Et évidemment, dans certaines parties des Pyrénées, on a aussi toute cette part du grain consacrée au gavage, notamment au gavage des canards et un petit peu des oies dans certaines parties. Voilà. Donc on a effectivement dans les 5 vallées, il y a même quand même des coins et des familles où on ne mangeait pas du tout de maïs. Quand j'ai posé la question, on me disait mais le maïs c'est fait pour les animaux, c'est pas fait pour les hommes. Hein. Donc il y a quand même des coins où on ne mangeait pas du tout de maïs. Même les vieux, on dit ça. Hein? Même les vieux. Alors en fait il faut nuancer. Comme partout en Europe, on peut tracer des grandes lignes générales, comme ça sur la situation du maïs, les surfaces cultivées, les types d'utilisation, les types culturaux, comment on travaillait, etc. Et après, dès qu'on se rapproche vraiment du terrain, qu'on traverse le village, qu'on rencontre des familles, on a quand même des nuances à apporter. Manger du maïs, ça va dépendre aussi de la taille de la ferme, de la part qu'on consacre à cette plante, de ce que l'on en attend, etc. Et il est évident que dans certaines familles plus riches que d'autres, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 6 vaches, on va en avoir 12, au lieu d'avoir 3 hectares, on va en avoir 10,
eh bien là on mangera moins de maïs. On mangera plutôt du pain blanc, du pain de blé. Voilà. Donc il faut nuancer tout le temps. Hein. Il y a de grandes lignes générales, mais après dans le détail, voilà. Mais il y en a qui en mangent parce qu'ils aimaient ça aussi. Mais dans les familles un peu plus riches, dans les fermes un peu plus grandes et un peu plus riches, même si on faisait du maïs, on n'en mangeait pas forcément. On destinait plutôt nutritivement. Pour les animaux, oui. Ben, pour les gens, si vous mangez que ça, au bout d'un moment, il va vous manquer. Ah oui. Ah, sur le plan nutritif. Nutritivement, vous savez, toutes les céréales, c'est une réserve sous forme d'amidon de la plante. Donc c'est très riche en amidon, donc en énergie, tout simplement. Et puis ensuite, il vous reste à peu près autour de 10% de protéines et une quantité, un peu d'huile et des minéraux, mais en quantité faible. Ça a le même défaut que toutes les céréales. Si vous mangez que cette céréale, vous arrivez à des carences, à des gens qui étaient très petits, hein, les Landais qui mangeaient que du seigle, un peu de maïs. Il y a des chiffres en Marquès, je t'en souviens très bien, Evelyne, où ils avaient pesé les hommes au 19e siècle, et je crois que le poids moyen c'était 55 kg pour 1,50 m, ou l'inverse, hein, c'était ça. Bon, les gens nourris uniquement de céréales, il leur manquait des protéines et des minéraux. Bon, voilà. Le maïs n'est pas mieux ni plus mal que le blé. Le maïs n'a un avantage pour les animaux monogastriques dont nous faisons partie, c'est qu'il ne contient que la peau du grain est très fine et le grain est gros. Donc le pourcentage de cellulose dans le grain de maïs est le plus faible de tous les grains. Je crois que c'est 2%, que le blé à 2,5%, un truc comme ça, l'orge est à 5 ou 6, parce qu'il y a des enveloppes. Donc c'est le grain le plus digestible, parce qu'il contient le moins de cellulose, on ne peut pas digérer. Donc c'est vrai pour les hommes, c'est vrai pour les cochons et pour les poulets. Oui. Les Italiens font un bon business avec leur huile de maïs. J'étais en train de réfléchir à une chose et c'est vrai que par rapport à la remarque que vous avez faite tout à l'heure sur est-ce que les vieilles générations disaient ne jamais avoir mangé de maïs par exemple. En fait, on peut faire une association très simple. Plus vous êtes élevé dans l'échelle sociale, quand vous êtes agriculteur, même si vous êtes dans un alimentaire, comme j'en ai traversé l'État, même si votre exploitation n'est pas très grande, mais si vous êtes un petit peu plus élevé dans l'échelle sociale que le brassier, le journalier, etc., alors vous mangerez moins, voire pas du tout de maïs. Et plus vous ne serez pas dans l'échelle sociale, comme celui qui ouvre ses bras à la journée, et alors là, il y a de fortes chances que pour que vous mangiez, comme ça m'a été dit, des bouillies de maïs matin, midi et soir, tout l'hiver. Voilà. Et sans autre chose de différent à côté. Après, donc voilà, et pour terminer, il y a une constante aussi que j'ai... ah oui, puisque tant que je vais mettre une micro dans la bouche. Une constante que j'ai pu identifier partout dans les Pyrénées, mais que j'avais déjà rencontré dans le sud-ouest, au nord du Portugal, en Europe centrale, au nord de l'Italie, et que je connaissais aussi, puisque c'est une pratique amérindienne, l'association du maïs et du haricot. Le haricot se servant du maïs comme d'un tuteur. À la différence du monde amérindien, c'est qu'on a là, sur le monde amérindien, on a l'association maïs-haricot-courge, ce qu'on appelle, que les Iroquois appellent les trois sœurs, qu'on trouve aujourd'hui encore au Mexique et dans une partie de l'Amérique du Sud, que j'ai retrouvé aussi dans le nord du Portugal, que j'ai retrouvé aussi plus récemment dans certains jardins potagers des Hautes-Pyrénées par exemple, mais qui n'a pas, qu'on trouve au Monténégro aussi, un petit peu en Roumanie, en Hongrie, mais qui n'a pas pris et qui ne s'est pas autant développé que dans le monde amérindien, comme aujourd'hui au Mexique par exemple. Mais on a, j'ai pu identifier aussi cette association du maïs et du haricot
Comme je vous l'ai dit, et comme l'a dit Jean tout à l'heure, au moment des semailles de maïs, on en a profité aussi pour joindre à ces grains de maïs 1, 2, voire 3 grains de haricots, et on laissait pousser tout ça ensemble, en prenant soin évidemment de ramasser le haricot avant le maïs. Voilà. Donc on a cette association dans le champ. Et voilà. Voilà ce que je peux dire sur la consommation humaine, la consommation animale et donc l'association du maïs et du haricot dans le champ. Association en fait qui s'est énormément développée dans la plaine de Tarbes au XVIIIe et XIXe siècle, puisqu'il y avait énormément de champs de maïs et de haricots associés. Et puis je crois qu'il y avait quelque chose comme 18 hectares de haricots maïs cultivés dans la plaine de Tarbes milieu du XIXe siècle. Association qui s'est perdue et qui a été arrêtée avec l'arrivée du maïs hybride. Et là, les deux cultures ont été dissociées, puisque d'un côté on a fait le maïs et de l'autre on a fait le maïs surfilé. Et aujourd'hui, dans la plaine de Tarbes, notamment parce que la coopérative du haricot tarbais a aussi réinitié un mouvement. Donc il y a plusieurs coopérateurs agriculteurs qui, donc au moins 120, mais il y en a beaucoup qui font du haricot surfilé et beaucoup aussi, moins, parce que c'est plus compliqué à ramasser, qui font maintenant du haricot sur maïs, avec des très grandes variétés. C'est pas... Il n'y en a pas énormément, mais ils en font quand même. Voilà. Et je travaille dessus, et l'idée est de savoir si le haricot filé ou le haricot maïs, quelles sont les différences. Alors, il y a des généticiens qui travaillent dessus, mais il y a aussi... j'essaie de voir un petit peu qu'en disent ceux qui font du haricot surfilé et ceux qui font du haricot sur maïs. Qu'est-ce qu'ils en pensent et pourquoi ils font ça plutôt qu'autre chose, etc. Voilà. Vous avez des questions à poser sur ce que j'ai dit? C'est le moment de poser des questions sur cette partie. Non. Le procédé, c'est la nixtamalisation. C'est le nixtamal au Mexique. Non, non, pas du tout. On l'a pas du tout. Pas du tout. On ne fait pas de galettes en France, on fait de la bouillie. Hein, avec la farine de maïs ou la semoule aussi. On ne fait pas de galettes. En fait, on s'aperçoit que les plantes voyagent, mais que les recettes de cuisine ne voyagent pas tellement. C'est tellement ancré dans les cultures qu'ici, on a importé le maïs, mais on a fait les recettes qu'on faisait avant avec autre chose. Tu n'as pas parlé de la mesture, là. Ils n'ont peut-être pas parlé trop dans les Pyrénées, ça ne faisait pas beaucoup. Mais du pain mélangé avec moitié froment, moitié maïs, qui a été aussi très, très important à un moment donné. Donc, avec de la citrouille aussi. On la retrouve aussi dans les plats. Mais c'est ça qui est intéressant à voir, c'est qu'on peut faire voyager les céréales et importer des plantes, mais on continue à faire les recettes de son pays avec de nouvelles plantes. Ça a l'air d'être une règle assez générale. Bon, moi je vais passer à mon dernier chapitre qui est un peu la fin de l'histoire, tout à fait, un peu la fin de l'histoire des populations, sauf que maintenant il y a un renouveau, il y a beaucoup de gens qui ont envie de ressemer ces vieilles variétés. Alors ça, moi je m'en réjouis complètement et on a de quoi les aider à développer. Tu peux me mettre le slideshow? Tu sais faire? En haut, en haut, tu as slideshow en haut sur la ligne du haut, sur la barre du haut, tout à fait. Là, tu appuies là-dessus, tu cliques là-dessus et c'est bon. Slideshow. Voilà. Parfait, merci. Bien, on va quitter l'alimentation humaine, on va revenir à une histoire plus proche des semences et puis essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec cette arrivée de l'américain, ce qu'il a appelé l'américain. Pour vous resituer ça, il faut quand même savoir que pendant tout le 19e siècle, pourquoi les Américains? Pendant tout le 19e siècle, les Américains, ils ont essayé désespérément d'améliorer
le rendement du maïs, parce qu'ils s'étaient rendu compte qu'avec le climat humide de la Cornbelt, ils avaient de formidables espaces agricoles, mais le blé ne marchait pas. Le blé ne marchait que dans les zones sèches, c'est le plan méditerranéen, que dans les zones sèches de l'ouest des États-Unis, avec petits rendements. Et dans la Cornbelt, ce qui marchait, c'était le maïs. Donc les Américains, dès le 19e siècle, se sont mis à améliorer le maïs, à le travailler, tant qu'ils ont pu, mais ils sont restés à des rendements très bas, de l'ordre d'une quinzaine, 20 quintaux par hectare, ils ne faisaient pas mieux. Ils ont cherché, et c'est pas par hasard si c'est des scientifiques universitaires d'ailleurs, les fameux chouléistes, qui ont eu cette petite idée dans laquelle il y a zéro technologie, parce qu'il suffit pour faire un hybride de maïs, il suffit d'une poche en papier. Une poche en papier. Pour faire un hybride de maïs. Il faut la répéter une poche chaque année. C'est tout. Il n'y a aucune technologie, mais il y a une idée, il y a une connaissance de la génétique qui fait qu'ils ont découvert une autre façon de faire des hybrides de maïs. Au lieu de les laisser faire en fécondation libre, ils les ont fait d'une autre façon. Voilà l'histoire. Alors, il faut un peu définir ça. Ce qu'on appelle un hybride maintenant, il faudrait dire un hybride de lignée pure, parce que c'est un certain type d'hybride très particulier inventé par l'homme. Le maïs, naturellement, il fait des hybrides. Il ne fait pas des lignées pures. On l'oblige à faire des lignées pures, on recroise les lignées pures pour faire des hybrides. Un peu marteau, si on part d'une plante qui fait des hybrides, on l'oblige contre nature à s'auto-féconder pendant 6 ou 7 générations, et puis ensuite on recroise les lignées pures qu'on a obtenues pour refaire un hybride. Ça paraît un peu marteau, non? Comme histoire. Mais ça a un sens. C'est que l'hybride entre deux individus qui sont purs pour un caractère, ça peut être pour un caractère ou pour tous les caractères, comme c'est le cas ici, cet hybride de première génération est homogène. C'est la première loi de Mendel qu'avait découvert le vieux moine austro-hongrois vers 1850, sans rien connaître des gènes, des chromosomes, tout ça, on ne savait rien de ça à l'époque. Il a découvert cette loi. Et en appliquant cette loi, ces gens-là ont inventé ce qu'on appelle maintenant l'hybride, qui est en fait une forme d'hybride particulière qui résulte du croisement, comme je le mets là, de 1, 2, 3, 4 lignées pures, puisqu'il y a des hybrides 3 voies, double, etc. Mais la plupart des hybrides maintenant, c'est des hybrides simples. Ils ont un père à lignée pure, une mère à lignée pure. Point. Donc il faut quand même savoir ça. Alors qu'est-ce que c'était ces hybrides? Donc les Américains ont inventé ça vers 1908, les universitaires américains, et l'INRA américaine qui s'appelle l'USDA, elle ne voulait rien savoir. Ces hybrides, non, ça ne l'intéressait pas, c'était difficile à faire. Et ils ont résisté jusqu'à 1935, ils n'ont pas utilisé la découverte. C'est marrant. Et à partir de 1932, 33, 34, ils ont commencé les hybrides de lignée pure ont commencé à prendre de la place sur le marché. Et au bout de 10 ans, tous les États-Unis étaient passés aux hybrides de lignée pure. Alors qu'en Europe, en Chine, ailleurs, en Afrique, on n'utilisait pas cette technologie. Et donc nos agriculteurs pyrénéens, évidemment, ils n'étaient pas au courant de ce qui se passait aux États-Unis. Et vers les années 50, avec le plan Marshall, ils ont vu arriver, on leur a proposé des variétés de maïs différentes des leurs, qu'ils ont appelées américaines. Et alors c'est très amusant parce on s'imagine qu'ils sont changés du jour au lendemain, comme ça. J'entends les gens dire « ouais, on les a persuadés d'acheter ça, ils sont passés aux hybrides ». Mais pas du tout. Vous connaissez les agriculteurs qui changent d'habitude comme ça du jour au lendemain? Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu leur vendre un sac de semences, vous rigolez. Ils ont pendant 10 ans, vous allez voir, ils ont comparé, observé, on garde l'ancien, on fait le nouveau, pas, on fait les deux, etc. Bien sûr. Alors bon, je redisais ici, mais je vous dis tout à l'heure, que les variétés enceintes sont aussi des hybrides. Bien sûr, aussi hybrides que les autres hybrides, que ce qu'on appelle les hybrides maintenant. Mais c'est une forme d'hybride différente. C'est des hybrides d'hybrides en pollinisation libre, alors que les hybrides modernes, c'est des hybrides de lignée pure. Voilà. Bon, alors ce passage, il s'est étalé sur 10 ans en France. Comme aux États-Unis, ça a mis 10 ans. Et pendant ces fameuses années 1950-1960, où j'étais en culotte courte, on est passé de l'utilisation des populations
aux fameux américains, qui étaient des hybrides purs américains au départ, faits aux États-Unis, faits par les universités américaines, c'était des Iowa, des Wisconsin, c'est-à-dire des hybrides faits par les universités américaines. Ce n'était pas du privé, hein, ce n'était pas des hybrides privés, c'est au début. Après, il y a eu des fous, ces machins. Mais au début, c'était simplement des hybrides faits par les universités qui étaient en pointe dans la sélection du maïs hybride. Et alors, nos agriculteurs pyrénéens, ils ont vu arriver cet américain, et ça les a beaucoup choqués. Ça les a beaucoup choqués, parce que regardez la différence. Là, je vous ai mis une population de pays de montagne, vraiment de montagne. Je crois que c'est le Etsaut qui est là, hein, c'est un petit village de la vallée d'Ast. C'est ce maïs très conique, la cour très précoce. Et puis, ils voient arriver des engins comme ça. Et ça les a beaucoup choqués. Alors, d'abord, les femmes, qui étaient les maîtresses du gavage, qui ont beaucoup protesté, parce qu'elles ont dit comment on va faire pour gaver. Avant, on avait des grains comme ça, bien ronds, hein, des petits grains bien ronds, et puis maintenant, on a ces espèces de grains plats et pointus, jaunes en plus, souvent, alors que dans certains cas, ils avaient du blanc, vous savez. Et donc, ça passait pas très bien. Et les anciens aussi étaient contre, parce qu'ils étaient convaincus que ça faisait du mal aux animaux, que les poules n'aimaient pas ça, que ça allait pas bien pour les brebis, pour les cochons. Enfin, c'était... Il y avait beaucoup de méfiance, et puis aussi pour faire le passe-tête. D'après ce qu'ils nous disent, beaucoup pensaient que ça n'allait pas faire du bon passe-tête, qu'il n'était pas bon. Le passe-tête fait à l'américain, il n'était pas aussi bon. Et c'est vrai qu'il doit avoir un goût un peu différent. Surtout quand on passe du blanc au jaune, il y a un changement de goût. Donc ça, on a dit, ça qu'après, on faisait les deux pendant longtemps. Oui, pour ceux qui croient qu'ils sont passés de l'un à l'autre tout de suite, ça c'est une phrase là. Ça, je sais qu'après, on faisait les deux pendant longtemps. Ils ont continué à faire à la fois les variétés de pays et l'américain. Alors moi, ce qui m'a beaucoup amusé en tant que sélectionneur, c'est tout ce qu'ils ont vu. Alors, bon, d'abord, ils ont fait beaucoup de critiques au sujet de l'utilisation de ce nouveau maïs. Parce que ce qui les chagrinait, c'est qu'ils se rendaient compte que ça allait peut-être changer leur façon de l'utiliser. Alors, oui, alors là, il dit, quand on regarde, et puis ça, ce qui les choquait, ces grains rectangulaires, les autres étaient beaucoup plus ronds, plus dodus, ces grains de maïs américains, ils me font penser des fois à des parallélépipèdes, etc. Ça les a choqué, la forme des grains. Alors pour les brebis, ça ne marchait pas aussi bien que le maïs ancien pour engraisser les brebis. Bon, ils ont des doutes après, hein. Moi je ne peux pas vous dire, on disait que peut-être, bon. Évidemment les anciens, ils étaient tous d'accord pour garder l'autre, le maïs ancien, hein. Ils n'étaient pas du tout d'accord pour passer aux Américains. Tu te rappelles la mère, ce qu'elle disait, elle n'était pas pour la pâte, toujours pour le passe-tête, parce qu'il faisait la pâte pour manger, tandis que le maïs américain, il n'était pas bon. Voilà, pas la bonne pâte. Alors, après, elle dit, mais on le mange bien. Bah, c'était des préjugés. Finalement, ils ont un petit doute sur la chose, c'est assez amusant. Et puis, oui, il y avait une théorie qui disait que le maïs américain il faisait plus de volume, mais il y avait moins de farine. Bon, c'était la perception qu'ils en avaient, que pour les cochons, etc., pour les engraisser, c'était pas aussi bon, parce qu'ils n'étaient pas aussi riches que l'ancien. Il y a vraiment une résistance importante au changement à cause des utilisations, on a parlé du gavage avant. Et puis il y avait une autre critique, peut-être encore plus justifiée, certainement plus justifiée, qui était la critique sur l'adaptation. Parce qu'il faut savoir que les premiers hybrides américains qui sont arrivés avec le plan Marshall, c'était des hybrides directs US, hein, dentés, tout jaune avec les grains dentés, hein, et qui venaient de l'Iowa, de Wisconsin, de régions comme ça, de l'Indiana, etc. C'est quand même des régions, c'est le nord des États-Unis, d'accord, mais c'est des régions continentales, avec des printemps très rapidement chauds et des étés très chauds. Et ces matériels-là, ils n'avaient pas vraiment d'adaptation pour les vallées pyrénéennes. Dans la plaine, pas mal. Mais dans les vallées, ils étaient beaucoup trop tardifs, et surtout, ils n'avaient pas du tout de vigueur au départ, et de résistance au froid, de tolérance au froid. Ils n'étaient vraiment pas adaptés, alors ils s'en sont aperçus de suite. Alors ils me disent, mais qu'est-ce que s'il ne mûrit pas ici? Ben, il y a le souci qu'il n'allait pas mûrir. C'est vrai, il y avait des années, il ne mûrissait pas trop. Évidemment, il était trop tardif, avec le manque d'unité de chaleur qu'ils ont dans les Pyrénées, et ça ne passait pas. Tandis que l'autre, il était plus rustique, adapté, certainement, au pays. Bon, ben, ils avaient une vision tout à fait réaliste. Hein. Leur ancien maïs était bien adapté, le nouveau, il était
pas adapté. Comment? Quel de l'heure? Si, tout le maïs vient d'Amérique, tout le maïs est né au Mexique. Non, pas du tout, pas du tout. Ce que j'ai expliqué au début, vous n'étiez peut-être pas là, c'est que la plupart des maïs européens ont pour origine les maïs des Indiens d'Amérique du Nord. Ils venaient du même endroit, on peut dire. Ils venaient du même endroit des siècles avant, avec les Northern que cultivaient les Indiens. Et la grande révolution qu'ont fait les pionniers américains, c'est qu'ils sont venus de Virginie avec des maïs dentés tardifs, gros épis et beaucoup de rangs, ils viennent de là, du sud des États-Unis, et ils ont recroisé ces maïs avec les Northern Flint, des Indiens des plaines du Nord, et ils ont fait un nouveau type de maïs, qui est celui qu'on connaît maintenant. On dit c'est le maïs, il est jaune avec des grains dentés. Ça, c'est une invention des agriculteurs américains du 19e siècle. Et c'est pour ça que le nouveau maïs américain était différent de l'ancien maïs américain. On peut le dire comme ça. Alors oui, ben, seulement il fallait qu'il fasse un climat, etc. S'il n'y avait pas assez d'humidité, assez de chaleur, c'était pire que l'autre. Donc ça veut dire, dans certains cas, les hybrides américains produisaient moins que la variété du pays, s'il n'y avait pas, par exemple, assez de chaleur. C'est logique, c'est tout à fait logique. Le blanc, il disait, on n'en a pas fait, il était trop tardif. En maturité, ça n'allait pas. Donc, clairement, la précocité des premiers Américains n'était pas adaptée pour les zones de montagne. Ils manquaient de vigueur au départ et de tolérance au froid. Ces problèmes en découragèrent beaucoup. Et alors, ce qui s'est passé, on ne se souvient plus de ça, mais entre 1950 et 1960, l'INRA en France a inventé un nouveau type de maïs. Ils sont des hybrides faits entre une lignée américaine, dentée, qui amène du rendement, les rangs, la profondeur de l'œuf, et une lignée européenne faite à partir des populations de montagne européennes. Ce qui fait que les hybrides de l'INRA, les premiers connus c'était l'INRA 258, l'INRA 260, ils sont une combinaison entre les lignées américaines et des lignées européennes, françaises. Et ces hybrides-là, ils étaient beaucoup plus adaptés. Eux, ils étaient précoces, eux, ils avaient de la vigueur au départ, eux, ils étaient complètement adaptés aux zones de montagne. Et à mon avis, c'est ce qui a fait basculer, au bout de 10 ans d'hésitation, l'arrivée des maïs INRA, précoces et adaptés, a fait basculer, et avec beaucoup plus de rendement que la population, a fait basculer dans le maïs hybride. Donc c'est pas si simple que ça, hein. C'est pas un jour un gars qui est arrivé avec un maïs américain, tout le monde a changé, non. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Le maïs américain, il s'est bien adapté dans toutes les vallées, le Béarn, les plaines, la vallée de la Garonne et tout ça, il a marché impeccable. Parce que c'était des choses plus tardives, etc. Mais dans la montagne, là on reste dans notre zone de montagne. Hein, dans la montagne, le maïs américain pur et dur du début, il n'a pas marché. Voilà, il a fallu attendre les hybrides de l'INRA, 10 ans après, pour que les montagnards, éventuellement, passent aux hybrides. Mais il y en a quand même eu beaucoup moins dans les Pyrénées. Il y en a quand même eu beaucoup moins dans les Pyrénées, notamment dans la zone qu'on a étudiée, parce que pour ces maïs américains, il faut quand même utiliser beaucoup d'outils. Donc des tracteurs, des cordes piqueurs, etc. Et le terrain ne s'y prêtait pas forcément. Donc, quand ça n'a pas marché, alors ça ne marche pas pour plusieurs raisons, soit parce que c'est la ferme, l'histoire d'une ferme, il n'y a pas de successeur, etc. Donc on ne fait plus de maïs, la ferme ne marche plus, on ne fait plus de maïs. Soit c'est parce que c'est trop petit pour continuer, donc soit il faut s'agrandir, acheter des hectares, et voilà. Donc après, il y a aussi beaucoup moins de main-d'œuvre, il faut mécaniser, etc. Et après, il y a quand même une question de topographie, et il y a des endroits où faire ses maïs, et donc avec l'outillage qui va avec, n'était pas possible. Donc il y a quand même beaucoup de maïs hybrides qui se sont développés plus bas en altitude, et surtout dans les plaines. Voilà. Je vais en reparler tout de suite, c'est exact. Le maïs ne s'est maintenu que dans le bas des vallées, pour toutes ces raisons. Alors, il y a eu un autre problème, tu en as parlé tout à l'heure un petit peu, je rebondis là-dessus, c'est le problème de la coexistence avec les haricots. J'ai trouvé une phrase où il dit qu'il y a eu une diminution de la production de haricots énorme à ce moment-là, pour plusieurs raisons.
Le haricot, il n'a pas trop supporté cette vigueur des hybrides, il s'est étouffé dans le maïs. Bonne observation. Ces hybrides plus tardifs, plus feuillus, plus grands, plus balèzes, hein, le haricot au milieu, et qu'on commençait à semer plus serré parce que le conseil du conseiller agricole, c'était d'augmenter la densité, le haricot dedans, il ne tenait pas le coup, quoi. Alors, il y avait ça. Et là, il dit, il y a une autre argument économique qui est intéressant aussi. Celui-là, il dit, je pense que les gens qui savaient calculer, quand même à cette époque-là, les rendements de maïs et les rendements d'haricots, ce nouveau maïs, il parle du fond, je crois, 44-17, ou Iowa 44-17, et était beaucoup plus productif, et donc finalement, on était passé dans l'économie de marché déjà après la guerre. Et finalement, il valait mieux faire plus de rendement de maïs et vendre plus de maïs que de faire maïs et haricots avec moins de rendement de maïs. Il y avait une question économique certainement au niveau du prix de vente et du produit qu'on pouvait obtenir. Et puis, il commence à dire, si on employait un peu d'hormones pour enlever l'herbe dans les pieds, c'est le début des désherbants. Et les fermes avaient perdu toute leur main-d'œuvre à cette époque-là. Dans les montagnes, c'est un exode rural incroyable, dans l'Ariège, toutes les hautes vallées. Et les fermes se sont retrouvées avec très peu de monde. Et ils ont cherché d'autres moyens pour s'arrêter, parce que s'arrêter à la main, ça demandait beaucoup de monde, même à la finesse. Et donc ils ont commencé à passer au désherbant. Là ils parlent d'hormones, là ils parlent de sulfaté, qui était le terme, c'est amusant, qui était resté de la ligne, sulfaté. Et ça voulait dire traiter simplement, désherber avec un produit chimique. Ils ont commencé à désherber avec un produit chimique, et à ce moment-là, les désherbants qui étaient plus ou moins sélectifs pour le maïs, ils étaient mortels pour le haricot. Donc ça empêchait de faire les haricots et le maïs. C'est très important. Donc tout ça, avec les désherbants, l'intérêt économique des rendements du maïs, la densité et la vigueur des hybrides, tout ça a été en défaveur du haricot et a fait plonger l'association de maïs à Moi je crois, fondamentalement, oui. Ces maïs-là se sont imposés avec de nouvelles techniques, effectivement, et avec la généralisation de l'engrais chimique, de l'engraissement chimique, de NPK. Alors comme vous avez de l'azote minéral, vous n'avez plus besoin d'avoir une légumineuse comme le haricot, qui est bien associée avec sa céréale. C'est des histoires de rendement aussi, de rendement économique. C'est-à-dire que si le maïs, vous pouvez le produire mieux avec un intrant qui coûte pas cher, autant le faire, on n'a plus besoin du haricot. Et je vais intervenir tout à l'heure, mais ça revient aujourd'hui, c'est une technique qui va avoir, à mon avis, pas mal d'avenir, l'association entre une céréale et une légumineuse, ça se fait complet avec du pois, d'autres légumineuses. Ça se fera peut-être en maïs avec du haricot, pourquoi pas, ou d'autres légumineuses, pour de l'alimentation humaine ou pas. Hein. Après, c'est une sorte de... Oui, mais c'est tout à fait possible. C'est un autre modèle qui est tout à fait possible. Le modèle était sympa, le haricot il captait l'azote de l'air et il a mis de l'azote au maïs qui avait une certaine productivité grâce à ça. C'est un système assez naturel. C'est pas naturel, mais c'est un très vieux système amérindien qui existe depuis des milliers d'années, les fameuses 3 sœurs, et qu'on avait importé tel quel, hein, on ne l'a pas inventé nous. Même le haricot tarbé, on ne l'a pas inventé nous, c'est un haricot de Lima. Agronomiquement, ça se tient, tu vois. Ah, mais bien sûr, ça se tient. Quand vous balancez du chimique, la légumineuse, elle est bonne. Elle s'en va. Enfin, je pense qu'à l'époque, on parle de 40, 45, 50, ces agriculteurs, ils ne parlent jamais d'engrais chimiques encore, ils n'étaient pas encore. Ils étaient eux, ils avaient leur fumier, ils avaient leur façon, mais ils n'étaient pas passés. C'est plus tard, je pense que c'est plus tard. Par contre, ils parlent de désherbants, parce qu'ils sont passés au désherbant à ce moment-là. Nous, on n'a pas trouvé de mention des engrais à ce moment-là. Je crois qu'ils ne le faisaient pas encore. C'est après, c'est la génération d'après qui est passée à la mécanisation. C'est pas ceux qui avaient cultivé les variétés de pays. Oui, en plaine, c'est arrivé plus vite, je suis d'accord. Non, restons dans notre domaine de montagne, c'est vrai que c'est un peu particulier. Alors, une autre observation qu'ils ont très bien faite, c'est que, la première positive, c'est que l'Américain était plus solide, vous savez, il avait comme des crocs, l'Américain, qui s'accrochaient pour s'approcher au sol, c'est drôle. Très bonne observation. Les maïs dentés, avec cette origine du sud des États-Unis au départ, ont des racines coronaires, vous savez, ces racines-là, juste au-dessus du sol, ça ressemble à des crocs, effectivement.
Alors que les variétés type Northern Flint, là, ont très peu de racines corollaires. Il avait repéré. Alors évidemment, il y avait une meilleure résistance à l'inverse parce que ça avait été travaillé, pas par les sélectionneurs américains, mais par les agriculteurs américains pendant le 19e siècle. Il n'était pas solide comme l'hybride, donc il y avait ce plus au niveau de la résistance à l'inverse, mais il versait moins avec le vent, il tombait moins. Moi j'ai ajouté un commentaire, mais ce n'était pas un gros problème tant que la récolte est restée manuelle. À cette époque-là, bon franchement oui, c'était un petit plus, mais c'est pas ça qui a fait changer les agriculteurs, parce qu'ils récoltaient à la main, même si le maïs était un peu penché. Il dit on mettait un peu plus de temps pour récolter. Ouais, alors on mettait un peu plus de temps pour le ramasser. D'accord. Disons c'était un argument mineur pour passer aux Américains. D'autres différences remarquées qui des fois m'ont étonné parce qu'on croit quand on est sélectionneur qu'on connaît super bien sa plante et puis on s'aperçoit que ces agriculteurs-là aussi, ils la connaissaient très très bien la plante. Alors dès qu'il y a eu ces hybrides, surtout qu'ils s'effeuillaient assez bien, assez facilement, parce que l'autre, il est dur à effeuiller. Donc il était effeuillé dans le champ et on a arrêté les effeuillages à la maison. Ça peut-être vous paraît complètement anecdotique, mais ces gens-là, ils avaient effeuillé à la maison pendant des siècles, et puis tout d'un coup, ils se sont mis à plus effeuiller à la maison, à effeuiller dans le champ. Deux raisons. Il manquait de main-d'œuvre, déjà. Et l'autre raison, ça c'est une raison génétique, c'est que aux États-Unis, pendant le 19e siècle, ils ont sélectionné des maïs avec des spattes lâches et fines. Et donc, ils deviennent très faciles à effeuiller. Donc, au champ, sans perdre de temps, vous pouvez ouvrir les spattes et ramasser les piles sans les spattes. Ça a changé la pratique. Bon, c'est pas très important, mais ça fait une modification dans le mode de vie des cultivateurs de maïs. La profondeur des grains qui augmente le rendement. Ça, ils l'ont remarqué, il y en a un qui le dit très bien, les grains des variétés de pays étaient bien alignés, mais plats. Alors, il veut dire plats, ils n'étaient pas profonds. Il dit, c'est-à-dire que ça ne rapportait pas beaucoup, tandis que celui-là, l'hybride, il est en profondeur. Vous avez vu la forme des grains tout à l'heure, effectivement, c'était un apport des maïs du sud des États-Unis d'avoir des grains beaucoup plus profonds. Et c'était un bon facteur de rendement, effectivement. Donc ça, il avait remarqué aussi. Les angles racinaires plus ouverts, ça m'a fait beaucoup rire, parce que je croyais qu'il y avait même peu de sélectionneurs qui le savaient, mais ils se sont aperçus que les angles des racines des maïs des Américains qui arrivaient étaient plus ouverts que les racines des variétés anciennes. Et ça, c'est tout à fait vrai. La grande famille des Northern Flint a des racines plus verticales, et la famille des dentés a les racines des angles plus ouverts, ce qui améliore leur résistance à l'inverse, mais qui les gênait dans les pratiques de binage, où ils s'apercevaient qu'avec l'hybride, ils cassaient les racines. Il fallait qu'ils soient plus loin de la plante quand ils binaient, sinon ils cassaient les racines. Moi, ça me fait rire parce que c'est des vraies observations de terrain que tout le monde peut oublier. Manque de vigueur au départ qui augmente les dégâts de corbeaux. Ça aussi, c'est une bonne observation. Quand vous avez un maïs qui n'a pas de vigueur au départ, soit que la semence est mauvaise, vieille, fatiguée, ou que c'est un pur denté qui n'a pas de vigueur au départ, qui résiste mal au froid, il germe lentement. Et c'est très vrai que dans ces cas-là, tous les oiseaux, surtout les corbeaux et les pies, se jettent dessus et le bouffent complètement. Et donc là, cet agriculteur, il avait remarqué ça, que l'Américain, il se faisait manger par les corbeaux, et donc ça n'allait pas, il avait arrêté. Moi, ça m'amuse. C'est des bonnes observations de différence. Alors finalement, c'est la fin, hein, beaucoup n'ont jamais fait l'hybride et ont arrêté le maïs. C'est ça que j'ai découvert, moi, dans cette zone des Pyrénées, c'est qu'en fait, le passage des maïs anciens aux hybrides, dans beaucoup de cas dans les vallées, il ne s'est jamais fait, en fait. Parce que les gens, ils ont arrêté carrément le maïs. Il y avait une nouvelle solution qui était le maïs américain, mais qui n'était pas adapté. Et eux, ils étaient en plein exode rural, ils le disent tous, les jeunes s'en allaient, voilà, personne n'a fait de maïs hybride parce que c'était pas au point encore. Bon, ça, c'est le manque d'adaptation des premiers hybrides. Après la guerre, tous les jeunes sont partis. Les fermes sont tombées. Plus les gens se méfiaient beaucoup en plus des hybrides, n'en voulaient pas. On n'en a pas fait. Oui, le maïs américain est venu après coup, quoi, mais on n'en a pas fait. Et tout ça, c'est des villages de montagne, hein, Ariège et Haute-Garonne. Je n'ai pas connu dans le nom le maïs hybride, c'était vraiment la misère, d'ailleurs tout le monde est parti, personne n'a repris. Bon. Il faut voir que socialement aussi c'est tombé à un moment,
cette arrivée de ces nouvelles variétés, à un moment de grand exode rural, ici dans les Pyrénées, où les villages se sont vidés, les gens sont partis, les jeunes sont partis. Le maïs nouveau, de toute façon, il n'apportait rien. Techniquement, il n'apportait rien. Bon, les gars, ils ont simplement arrêté, ils ne sont jamais passés aux hybrides. Ça, on ne se rappelle pas de ça. Il y a des zones entières qui ne sont jamais passées aux hybrides et qui ont carrément abandonné le maïs. Alors après, il y a les zones, comme tu disais, le maïs, il y a les zones plus bas dans la vallée, certainement, avec des parcelles plus grandes, avec des terres plus plates, etc., des fermes plus grandes, qui, eux, ont continué. Et c'est ceux-là, seulement ceux-là, qui sont passés aux hybrides. Alors pourquoi ils sont passés aux hybrides? On le sait tous, pour une question d'augmentation du rendement. Après, on a vu que les rendements étaient supérieurs aux nôtres, alors on a abandonné le maïs du pays, on s'est tous pareil au maïs hybride. Mais oui, on en a été contents de ces nouveaux maïs. Le rendement, c'était le double. Alors, ils n'étaient pas contents de beaucoup de choses du maïs, mais le rendement était le double. Voilà, ça vaut l'argument. Évidemment, elle était chère à la semence. Ça, c'est aussi, c'est un autre truc. Quelle révolution! Ils n'avaient jamais acheté de semences. Et là, on leur disait, il vaut mieux racheter la semence. Et elle était chère à la semence était chère, mais on était gagnant quand même. Il faut voir qu'en 1950-60, les agriculteurs étaient passés dans l'agriculture de marché. C'était fini les mangeurs de liasses, de pastèques qui autoconsommaient leur maïs. C'était le maïs qui était vendu. Donc là, calculer. La semence doit coûter tant, le supplément de rendement leur apportait tant, ils faisaient le calcul. C'était une raison majeure de passer ainsi. La grosseur de ces épis, c'était merveilleux, etc. Bon, ça, c'était... Et les épis étaient plus réguliers. Bonne observation. Ça, c'est la fameuse loi de Mendel. L'hybride de première génération n'est plus être homogène. Vous n'avez pas un gros épi en moyen petit, vous avez 3 gros épis. Ça y est, ça rend les comptes. Après, quand on s'est tous mis à l'américain, j'ai gagné avec du jaune, parce qu'il y avait plus de rendement quand même. Voilà. Par contre-cœur, les fermières se sont mis à gaver avec du jaune. Ils faisaient plus de rendement, les fermes plus grosses. Alors ça c'est une bonne observation, parce que ça veut dire productivité de la main-d'œuvre. Parce que ce qui leur manquait, c'était la main-d'œuvre. Ce qui était limitant, c'était la main-d'œuvre. Avec le même travail, ils donnaient plus de rendement que le petit. C'est-à-dire que pour la main-d'œuvre qu'ils avaient dans une exploitation, la même main-d'œuvre, ils faisaient plus de production avec les deux. Ceux qui sont restés, ceux qui avaient des surfaces certainement suffisantes, ceux qui étaient plutôt dans la terre, avec des conditions mécanisées par la suite, même si ça arrivait un peu plus tard que ça, eux, ils ont eu intérêt à passer aux deux. Je m'arrête là. Oui, pardon. Vous avez la différence en valeur nutritive entre l'ancienne, et bon. Alors, il y a, bon, en gros, c'est pareil. On n'a pas de différence au niveau des animaux, puisqu'en France, on a gardé dans le nord de l'Europe des maïs cornés dentés. Ils ne sont pas exactement comme ceux-là, mais ils sont 50% de ceux-là. Et dans le sud de l'Europe, on a des maïs purs dentés. Sur le marché, personne ne fait la différence. Donc il ne doit pas y avoir beaucoup de différence au point de vue alimentaire. On sait quand même que les maïs cornés, normalement, ont en moyenne un petit peu plus de protéines. Parce que le réseau de protéines qui rend le grain corné rajoute un petit peu de protéines. Mais ça reste quand même faible. On reste quand même autour de 8-10% de protéines. Il n'y a pas, non, il n'y a pas quelque chose de flagrant au point de vue. Je te laisse la conclusion, je la sépare. Non, c'est juste dire que l'étude qu'on a fait et que j'ai menée sur le terrain, dans les Pyrénées, de la Belgique et du Pays Basque, c'est vraiment une zone très spécifique. On n'est pas du tout dans les grandes cultures. Si on regarde les images anciennes, j'en ai retrouvé certaines dans les familles, et c'est vraiment des toutes petites parcelles. Tout ce qu'on fait est en petit. On a un très petit troupeau, on monte aux estives pour ramener quelques brebis, le plus gros troupeau c'était 80 brebis. On est vraiment dans des toutes petites structures, ça n'a rien à voir avec la plaine. Et tout ce qu'on fait c'est pour soi. On n'est pas du tout dans une économie de grand marché. Évidemment on va vendre un veau, une brebis, une vache, on va vendre des œufs, des canards au marché. C'est les marchés d'à côté. On n'est pas du tout dans cette grande économie. Après, ce que je voulais dire aussi par rapport à
à Seconde-Appalaches, en ce qui concerne l'arrivée des maïs hybrides, la plus ou moins grande résistance, etc. Bon, Henri Mendras avait fait un travail dessus. Il avait montré dans ce qui s'était passé dans la plaine de Ney quand le maïs hybride est arrivé. Ici encore, on est dans une zone très particulière. Donc, est-ce qu'on a, la question qui s'est posée, c'est est-ce qu'on a intérêt ou pas à adopter ces nouveaux maïs? Qu'est-ce que ça va nous apporter de plus, étant donné que nous, simples paysans de l'Ariège du Pays Basque, on n'est pas dans une grande économie aussi. Ce que je voulais dire aussi, c'est que le maïs comme objet d'étude, il est très intéressant parce que, alors c'est quelque chose que, voilà, j'insiste là-dessus, mais ces gens, par exemple, qui ont parfois hésité, on est à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et on a aussi, ce que j'ai moi identifié, des conflits de génération. On a l'arrière-garde, les vieux qui sont à la maison, qui détiennent tout, qui détiennent la ferme, qui détiennent tous les champs, les troupeaux, etc. et qui ne sont pas forcément d'accord pour se tourner vers quelque chose de nouveau. Et on a la jeune génération qui voudrait, elle, peut-être rester, durer, s'agrandir, se moderniser. Donc on a aussi ce conflit de génération-là qui a duré quand même quelques temps. Parfois, les jeunes sont parvenus à ce que les parents cèdent et donc ils ont pu se moderniser, etc. Parfois, ça n'a pas marché. Après, ça ne marche pas forcément parce que, comme l'a dit Jean, on est dans des familles très grandes. Donc, quand le maïs s'arrête dans certaines régions des Pyrénées, on a 7, 6, on a 8, 10, 12 enfants par famille et à un moment donné, la propriété est tellement morcelée que plus personne ne peut rester. Donc, c'est aussi vrai de l'Ariège, de Haute-Pyrénées. On part fonctionnaire, on part gendarme, on part secrétaire. En tout cas, on quitte cette région parce qu'on n'a rien à y faire et on n'aura plus rien à y faire. Voilà, donc c'est pour ça aussi que parfois le maïs s'arrête et aussi parce que parfois ça n'est pas possible de faire du maïs hybride. Et aussi, ce qui peut expliquer pourquoi ça a pris du temps, c'est que le maïs hybride, il n'arrive pas tout seul, il arrive quand même avec un conseiller agricole, il arrive aussi avec des banques. Jean vous l'a dit, on doit acheter les semences, il arrive aussi avec tout un matériel agricole, et ça a un coût. Le coût, c'est de voir arriver dans son exploitation quelqu'un qui vient vous dire comment faire, comment semer, comment récolter, etc. Et c'est pas là, on remet en question un savoir-faire donc très ancien, et ça n'est pas accepté par tout le monde. Et puis il y a les banques aussi qui vont s'en aider. Il y a tout ce qu'il faut acheter, tout ce matériel agricole dans lequel il faut investir. Il y a l'emprunt qu'il faut faire, et donc les crédits. Et donc voilà, donc le maïs comme objet d'étude, j'ai envie de dire, c'est intéressant aussi pour ça, parce qu'il va être aussi, pour moi, emblématique de tout ce changement agricole qui va se produire en France à ce moment-là, et donc de toute cette nouvelle agriculture que finalement la France va adopter et va faire sienne jusqu'à aujourd'hui. Voilà.